Shine, bienvenue dans cet épisode 15 de la saga Inceptio. Et oui, déjà, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour cette seconde partie concernant le protocole de septembre. Avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes dans le jeu Inceptio qui vous propose d'œuvrer sur vous selon des processus alchimiques transmis via Gematria et cartes géoquantiques et par résonance pour l'humanité et Gaïa. C'est une réelle opportunité de travailler votre confiance en vous, votre foi que c'est déjà accompli et ainsi mieux maîtriser la loi d'Assomption. Une occasion aussi d'ouvrir notre esprit, tout simplement, et d'expérimenter par nous-mêmes. Les protocoles n'ont lieu que quelques fois par an, je vous le rappelle, et sont entièrement gratuits. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les protocoles sur le site internet d'Alliance Céleste, dans le menu au cœur d'ACF, rubrique Opération nationale, les protocoles. N'hésitez pas à faire ou refaire les protocoles précédents en mettant l'intention d'œuvrer aux dates et aux horaires du protocole sélectionné, vous permettant de rejoindre le collectif qui a œuvré. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons abordé le masculin et le féminin sacré. Nous avons fait connaissance avec un nouvel univers qui s'appelle Aïssia, qui, en plus d'être un palindrome, c'est-à-dire qui se lit dans les deux sens de la même façon, a pour valeur guématrique 39, c'est-à-dire la même valeur que le mot Dieu, Graal ou joie. Tout un programme. Nous avons aussi évoqué le Gans, dont l'anagramme est 100. Nous avons reparlé du Tesseract et de la roue de Dagoba. Et nous avons découvert que les 3 points de la bannière de la paix représentent aussi le symbole alchimique de l'huile. Et enfin, nous avons investigué sur les pierres de gisement du ciel qui avaient été transmises par Gematrie à travers la pierre de Sintamani et la moldavite et leur provenance. Waouh! Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité d'informations qu'apporte Inceptio. C'est incroyable. Bon, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les dates et les horaires du protocole. Je vous rappelle que le soi supérieur invitait à pratiquer ce protocole entre le 22 et le 29 septembre 2024, entre 14h42 et 22h58. Le 22 septembre était le jour de l'équinoxe d'automne. Le terme équinoxe désigne le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Equi signifiant égal et nox signifiant nuit. Pour les habitants de l'hémisphère nord, ce qui est le cas pour la France, cette date marque le début de l'automne. Les jours continuent de diminuer jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre, date de la fin de l'automne. En revanche, dans l'hémisphère sud, c'est le printemps qui arrive. La longueur des jours augmente jusqu'au solstice d'été, le 21 décembre. Vue du Soleil, lors des 2 équinoxes, la planète bleue apparaît éclairée de façon égale dans ces 2 hémisphères. L'égalité des durées du jour et de la nuit symbolise la voie du milieu bouddhiste. Dans le calendrier républicain, commençant le 22 septembre 1792, l'année débute lors de l'équinoxe de septembre. Le hasard avait fait que l'institution de la République, le lendemain de l'abolition de la royauté le 21 septembre 1792, ait lieu le jour de l'équinoxe d'automne. La date de chaque année était déterminée par observation et calcul astronomique. Au Mexique, à Chichen Itza, sur la pyramide de Kukulcán, appelée aussi El Castillo, il est possible aux équinoxes d'observer par jeu d'ombre l'apparition d'un serpent le long des escaliers. En tout cas, de nombreuses fêtes et rituels ont eu lieu et ont lieu à cette date. Bref, vous l'aurez compris, cette date n'était pas un hasard puisqu'elle est en lien direct avec la Terre et le Soleil. Or, les protocoles invitent à conscientiser que nos chakras sont liés aux planètes de notre système solaire, ce qui signifie que nous sommes directement en lien avec ces planètes et elles avec nous. C'est ainsi que le chakra racine est relié à Saturne, le chakra sacré à la Lune, le chakra plexus solaire à Mars, le chakra du cœur à Vénus
le chakra de la gorge à Mercure, le chakra du troisième œil à Jupiter et le chakra coronal au Soleil. Lorsque nous commençons à nous intéresser à notre dimension cosmique et multidimensionnelle, il est important de conscientiser ces informations qui donnent une nouvelle perspective de notre être. C'est la notion de nous sommes tous un, où tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, le macrocosme et le microcosme, etc., etc. Le 29 septembre était le jour, lui, de la Saint-Michel en lien avec l'archange Michael. Alors, Michel ou Michael est un ange majeur avec Gabriel et Raphaël, que vous connaissez bien. Il est présent dans les 3 religions monothéistes, dites aussi abrahamiques, qui sont le judaïsme, le christianisme, qui comprend le catholicisme et l'orthodoxie, et l'islam. Michel est une créature spirituelle de la religion donc abrahamique, et son nom vient de l'hébreu Michael, qui étymologiquement signifie Mika, qui est semblable, et El, qui signifie clarté, lumière, Dieu, Elohim, signifiant en fait en totalité Michael, qui est comme Dieu. Quid us Deus en latin. Saint Michel est appelé l'archange ou ange en chef dans la Bible. Il est aussi appelé prince des archanges, archange du premier rayon, défenseur de la foi, prince de tous les anges du bien, chef des forces du ciel, de la milice céleste, champion du bien, bref, tout un tas de titres honorifiques, bien sûr. Il est donc le chef de la milice céleste des anges du bien et il est principalement représenté au moment de la fin des temps en chevalier ailé soroctone qui terrasse le diable durant la guerre des anges et avec la balance de la pesée des âmes du jour du jugement. Il est juge et guide du salut des âmes pour l'enfer ou le paradis. Il est désigné comme saint par l'Église orthodoxe et l'Église catholique et figure donc au calendrier. Il est principalement fêté le 29 septembre pour les catholiques, le 8 novembre pour les catholiques orientaux et orthodoxes, le 21 novembre pour les orthodoxes serbes, mais aussi le 8 mai, le 6 septembre, le 16 octobre et le 3e dimanche de Pâques. La première apparition de Saint Michel Archange aurait eu lieu en Phrygie, à Chaunet, une ville anciennement connue sous le nom de Colosse. Ce serait l'apparition la plus célèbre de celles qui ont été connues des Grecs et des Orientaux. Saint Michel se serait montré sous une figure humaine à un homme de Laodicée qui avait une fillette muette, laquelle recouvra la parole sur le champ. Ce miracle convertit le père et la fille et fut suivi de la construction d'un temple en l'honneur de Saint Michel. Pour consacrer la mémoire de ce miracle, fut établie une fête particulière pour toute l'Église d'Orient en l'honneur de ce prince de la milice céleste. Et elle fut fixée au 6 septembre. Alors, on fête l'archange Michael en même temps que les archanges Gabriel et Raphaël pour l'Église latine, bien sûr, le 29 septembre. Dans l'Église orthodoxe, le 8 novembre est la fête des archistratèges de la milice céleste, Michel et Gabriel, et des autres puissances célestes et incorporelles. L'Église orthodoxe célèbre aussi le 6 septembre le miracle de l'archange Michel à Colosse. Saint Michel sauve un saint personnage, Archippe, persécuté par des païens et réfugié dans une église dédiée à l'archange. Pour tuer Archippe, les païens déclenchent une grosse inondation en ouvrant les écluses du barrage sur un cours d'eau. Une vague déferlante menace d'engloutir l'église et son réfugié en prière, mais Saint Michel la détourne, sauvant l'homme et le sanctuaire. En Allemagne, la fête religieuse de la moisson tombe souvent à la Saint-Michel. Jadis, en France, le 29 septembre est la date à laquelle les fermiers et métayers payaient leur fermage après la récolte. C'est aussi la date traditionnelle d'expiration des baux ruraux, d'où l'expression à la Saint-Michel, tout le monde déménage. En Normandie, la fête des Normands est fêtée autour du 29 septembre aussi, appelée fête de la Saint-Michel.
À Brest, la foire Saint-Michel est un événement annuel très fréquenté qui préexistait à Saint-Renan, une commune voisine. En 1681, une patente de Louis XIV transfère cette foire de Saint-Renan à Brest. Dans le passé, le 8 mai, on célébrait aussi l'apparition de l'archange Michel au pape Saint Grégoire Ier le Grand en 590. La grande peste ravage Rome, des processions de pénitence et de rogation sont organisées dans toute la ville et Saint Michel apparaît au pape et aux Romains à la fin d'une de ces processions au sommet du château du mausolée d'Adrien. Remettant son épée au fourreau, il montre par la fin de l'épidémie que leurs prières sont exaucées. Pour commémorer l'événement, on édifie une chapelle et une statue de l'archange au sommet de la forteresse qui prend alors l'appellation de Château Saint-Ange. Ce même jour, on célébrait la mémoire de l'apparition vers 493 de Saint Michel au mont Gargan dans les Pouilles sous le pape Gélase Ier. Cette fête a été supprimée dans la révision du calendrier romain général en 1960. Il existe aussi localement une fête de Saint-Michel le 16 octobre, fête de la manifestation de Saint-Michel au mont Tombe, qui est le mont Saint-Michel maintenant. Et ça, c'est intéressant, parce que l'on peut voir que la date du 29 septembre est en fait totalement arbitraire. Elle vient d'une décision papale latine de rassembler l'archange Gabriel, l'archange Raphaël et l'archange Michael à une même date. Vous pourriez tout aussi bien le célébrer comme à son origine le 6 septembre, ou encore le 16 octobre, le 8 novembre ou le 8 mai, qui est une date très reprise aussi. C'est un bon exemple pour nous inciter à nous détacher de nos certitudes, des dogmes et des convenances politiques, religieuses ou calendaires. Le nouveau monde est dans notre esprit libéré des contraintes pour mieux respecter l'être et les principes archétypaux. L'historiographie révèle par ailleurs que parmi les pèlerins de toute origine et classe sociale qui se rendirent dans les différents sanctuaires michaéliques, comme on les appelle, figurent des personnages illustres tels que Othon III du Saint-Empire en 999 en expiation de sa cruauté, Léon IX en 1049, François d'Assise vers 1216 ou Brigitte de Suède au XIVe siècle. En France, presque tous les rois, jusqu'à la fin du XVIe siècle, se rendirent au Mont Saint-Michel en Normandie ou à Saint-Michel-d'Aiguille en Auvergne, tels Charles VII, Louis XI et Charles VIII. Dans les visions grandioses de Saint Jean au livre de l'Apocalypse, l'archange Michael terrasse le dragon et l'expulse du paradis en lui disant « Michael », c'est-à-dire « quis ut Deus » en latin, qui signifie qui est comme Dieu ou qui est semblable à Dieu. Ici, je précise que l'archange Michael terrasse le dragon, il ne le tue pas. Terrasser signifie renverser ou vaincre définitivement un ennemi, souvent utilisé d'ailleurs dans un contexte de combat. C'est donc une victoire. Pour les chrétiens de la plupart des églises occidentales et orientales, l'archange Saint-Michel est invoqué pour obtenir une protection contre les démons ou pour s'en délivrer. Les protestants croient en l'existence des anges, mais refusent qu'un culte leur soit voué par référence à l'Apocalypse 22, 9, où l'ange qui révèle à Jean sa vision interdit de le faire. Dans les livres non retenus dans le canon, Michel est le gardien du jardin d'Éden, ce qui lui vaut, au Moyen-Âge occidental, d'être considéré comme le prévôt du paradis. Il y est désigné aussi comme le protecteur des âmes défuntes et leur introducteur dans le paradis, ou encore le convoyeur des âmes ou psychopompe. D'un point de vue alchimique, l'archange Michael est le patron des alchimistes. Il symbolise la maîtrise de nos émotions et leur transmutation en opportunité d'évolution. Le dragon, c'est nos chakras liés à nos émotions que nous devons apprendre à maîtriser plutôt que de les subir. C'est ce que travaille le Jedi. Mais il existe un phénomène mystérieux autour de l'archange Michael. Événement hors du commun, des pèlerinages d'enfants, des garçons de 7 à 18 ans,
ont eu lieu de façon ponctuelle au XIVe et XVe siècle vers le Mont Saint-Michel en Normandie. Ils venaient de pays lointains en 1333, de l'Est, notamment de Troyes, ou du sud de la France, notamment Avignon, Montpellier, en 1393, puis en 1441 et 1442, venant de Millau, Villefranche de Rouergue, etc. La cause de ces pèlerinages reste à ce jour inexpliquée. Mais certains auteurs font le rapprochement avec la peste ou les autres maladies contagieuses qui frappaient plusieurs de ces villes à cette époque. Plus phénoménal encore, la vague de pèlerinage d'enfants qui eut lieu au milieu du XVe siècle. Ces groupes d'enfants, venus essentiellement de villes allemandes, suisses et alsaciennes, convergèrent vers le mont normand entre 1456 et 1459. Plus de 50 sources répertoriées à ce jour attestent de ces mouvements de jeunes pèlerins, appelés à l'époque miquelets ou pastouraux, qu'il s'agisse du témoignage de chroniqueurs de l'époque, de traités, de sermons, de lettres de religieux, des contes des villes qui leur offraient le gîte et le couvert, ou des récits d'auteurs célèbres tels que Denis le Chartreux, Gallus Kemly ou encore Geiler von Kayseberg. Étonnamment, les sources relatent parfois leur prise en charge par quelques adultes, le soutien des villes qu'ils traversaient et surtout leur retour sain et sauf à leur point de départ. Aucune source n'avance de raison à ces mouvements de milliers d'enfants, partis sans que leurs parents le sachent et contre leur volonté. Cependant, tous sont unanimes sur le caractère spontané de ces rassemblements. Également établie au Mont Saint-Michel, le 16 octobre 1867, la confrérie de Saint-Michel a été approuvée et enrichie d'indulgences par Pie IX le 12 février 1869, élevée au rang d'archiconfrérie le 12 mai 1874 et étendue à toute la France le 1er décembre 1876. Cette archiconfrérie a enfin reçu de Léon XIII le titre et les privilèges d'archiconfrérie universelle par un bref du 29 mars 1895. Cette archiconfrérie n'organise pas de pèlerinage, mais a pour but d'honorer les saints anges et particulièrement Saint Michel, de combattre le mal sous la bannière de l'archange et d'obtenir son intercession. Les membres de cette archiconfrérie sont appelés zélatrices et zélateurs. Les conditions d'admission sont d'âge, il faut avoir plus de 10 ans, et de libre consentement. Personne n'est validement inscrit s'il ne le sait ou n'y consent. Il est aussi le saint patron de plusieurs corps de métiers. Des métiers anciens d'ailleurs aussi, comme les épiciers, les escrimeurs, les manœuvriers, mais également les policiers, les soldats, les bateliers, les boulangers, les pâtissiers, les tonneliers, les manœuvriers de marine ou plus récemment aussi les parachutistes. Il est d'ailleurs l'emblème du 9e régiment de chasseurs parachutistes et son bras armé d'une épée se retrouve sur l'insigne de béret des troupes aéroportées françaises. Et plus généralement, des forces armées de l'air comme les commandos parachutistes de l'air. Cette tradition remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'aumônier militaire du 2e régiment des chasseurs parachutistes, 4e régiment du spécial Air Service, remit le 4 juin 1944 à chacun des hommes une petite médaille de Saint-Michel en prévision de leur parachutage du 6 juin en Bretagne occupée. L'idée de placer tous les parachutistes sous le haut patronage de l'archange s'est par la suite imposée et la première Saint-Michel a été célébrée le 29 septembre 1949 en la cathédrale d'Hanoï au Vietnam devant les hommes du 3e bataillon colonial de commandos parachutistes, du 1er régiment de chasseurs parachutistes et du 1er bataillon étranger de parachutistes. Voilà qui nous en apprend plus sur cet archange qui est un archétype, au-delà de l'histoire qui appartient au passé. Il est surtout intéressant de comprendre le principe d'apprendre à maîtriser sa part d'ombre, ses émotions de colère, de ressentiment, de vengeance, car sinon, ce sont elles qui gagnent et qui te dévorent de l'intérieur.
Alors évidemment, ce n'est pas toujours chose facile, hein, on est bien d'accord, cela demande de la pratique, mais l'archange Michael est là pour nous indiquer que cela est possible et qu'alors c'est la victoire de la lumière sur l'ombre. Allez, j'enchaîne pour vous parler des artisans de ce nouveau monde, une opératrice engagée qui souhaite être actrice du changement au lieu de spectatrice, a réfléchi à ce qu'elle souhaite mettre en place pour 2025 et elle a décidé de le dessiner. C'est important, quand nous avons fait le choix d'être acteurs du changement, de nous fixer un ou plusieurs objectifs. Chacune, chacun à sa mesure, déploie ainsi une partie du plan de la lumière et rejoint une orientation collective. Concernant cette opératrice qui œuvre d'abord sur elle-même, puis met ses talents et compétences au service du plus grand nombre, elle a posé ses objectifs pour 2025. Je vous les liste ici. Reconnexion au beau et au sacré à travers les dessins. Symbiose du masculin et du féminin. Et là, on pourrait dire que c'est la partie imagination avec la partie action. Vivre dans la paix du cœur et de l'esprit. Alléger les souffrances de l'humanité. La vie est un cadeau précieux. Se respecter, s'entraider, collaborer. Je vous en ai déjà parlé. Ici, ce qui est important, ce sont ses idées, ses envies, sa motivation à l'accomplir et sa foi que c'est déjà réussi. Comment elle va y parvenir, c'est l'affaire de l'univers qui va lui apporter les opportunités en résonance avec ses vibrations et son ressenti. À elle d'aligner ses objectifs avec ses intentions et ressentis pour que l'univers envoie ce qu'il faut. Ensuite, elle a décidé d'illustrer son objectif commun à tous ces points avec un dessin. Elle a réalisé le dessin de la Terre avec la ronde des consciences unifiées et l'âme du monde qui se réveille encore mieux. Comme vous le savez, c'est très important de visualiser le résultat. En le dessinant, non seulement elle inscrit dans la matière que c'est déjà accompli, mais elle y met son cœur et sa foi. Ici, elle a symbolisé l'âme du monde avec le nombre 27 qui, je le rappelle, est le fruit d'un calcul qui vient de la Timée de Platon. Il y a des couleurs qui apportent la joie, le peuple se donne la main, symbole de l'entraide, leur conscience s'unifie et le réveil et l'éveil se déploient toujours plus. C'est magnifique d'avoir l'opportunité d'évoquer un cas concret comme ça. Son objectif est noble, puisque pour le collectif, et il est déjà accompli dans sa tête et dans son cœur. À elle maintenant de ne pas douter et d'avancer comme si c'était fait. C'est un très bon exemple pour que vous expérimentiez cela aussi de votre côté. Même si vous ne dessinez pas bien, ça n'a rien à voir. Je rappelle que chez Alliance Céleste, il n'y a pas d'élus, pas de meilleurs ou de moins bons. Nous souhaitons que vous puissiez expérimenter par vous-même, vous permettant d'avoir votre propre opinion basée sur un vécu. Et c'est pour cela que nous proposons les protocoles, pour que vous expérimentiez par vous-même et que vous preniez vous-même les célestes en photo après le protocole. Nous vous souhaitons autonomes et souverains. Un grand merci en tout cas à cette opératrice pour ce partage et ses explications. Laissez-moi maintenant revenir sur le Tesseract, car je souhaiterais aussi là vous partager un témoignage qui me semble très intéressant. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qu'est ce Tesseract et si ça fonctionne vraiment. Eh bien, écoutez ce témoignage de Victor. Petit retour sur le dernier protocole que nous avons fait avec un créateur de Tesseract et dans lequel nous nous y sommes mis avec des cristaux anciens, plus des cœurs de Triskel fabriqués par le même créateur. Eh bien, le soir, après le protocole, de retour chez moi, j'allume un onduleur solaire éteint depuis la veille et paf, sapin de Noël, feu d'artifice dans l'onduleur, il a cramé en son et lumière façon 14 juillet. Et le lendemain, 2 ampoules qui grillent. Donc, je confirme, le Tesseract, ça décoiffe bien. Sachez que Victor n'est pas du tout le seul à avoir testé la puissance du Tesseract. Cette forme géométrique déploie une onde de forme puissante que d'autres ont fortement ressentie lorsque couplée à l'anneau de lumière. C'est une technologie de l'esprit. Si vous voulez entraîner votre conscience à se développer, je vous invite à imprimer un Tesseract
et mettre en place un protocole ou un processus, vous l'appelez comme vous voulez, pour vous relier à la force. Les célestes communiquent bien avec les mathématiques, phi, le nombre d'or, pi, etc., et la géométrie sacrée. C'est comme un langage universel qui nous permet de communiquer avec des êtres de densité supérieure. Je vous rappelle que le Tesseract nous a été transmis au moment du symposium, au-dessus du zénith. Il nous sollicite pour sortir de notre pensée ordinaire et penser différemment, ce qui nous rapproche de leur manière de penser. Et quand je vous dis que les célestes aiment bien communiquer via le langage mathématique, vous verrez cela de beaucoup plus près avec mon prochain invité dans Échange galactique du mois de janvier. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ne manquez pas ce prochain rendez-vous d'ailleurs le 17 janvier 2025. Enfin, j'aimerais vous partager une vidéo intéressante concernant l'année géométrique. Le nombre de cette année 2024 est effectivement un nombre tétraédrique, c'est-à-dire qu'il s'agit du nombre de boules qu'il faut empiler pour faire un tétraèdre comme ceci. Un tétraèdre, c'est juste une pyramide à base triangulaire. Et pour être bien clair, là, le tétraèdre, il n'est pas creux, il est vraiment rempli de boules empilées les unes sur les autres. Et dans cette image, il y a donc exactement 2024 boules. Et plus précisément, 2024 est le 22e nombre tétraédrique, c'est-à-dire que cet empilement compte 22 étages. Et c'est plutôt rare comme propriété, la dernière année tétraédrique c'était 1771, c'est-à-dire le nombre de boules qu'il faut pour faire un tétraèdre à 21 étages. Et la prochaine, ce sera 2300 avec 23 étages. Autant dire que vous n'en verrez pas d'autres de votre vivant. Ceci dit, les nombres tétraédriques, ils appartiennent à la famille de ce qu'on appelle les nombres figurés, c'est-à-dire tous les nombres qui peuvent se représenter par une figure géométrique et pas forcément que des tétraèdres. Par exemple, il y a 8 ans, 2016 était une année triangulaire, j'avais d'ailleurs fait une vidéo pour en parler. Et l'année prochaine, 2025, sera une année carrée. 2025, c'est 45 x 45. Et donc là, on a devant nous 2 années figurées de suite, et ça aussi, pour le coup, c'est plutôt rare. Comme vous l'avez entendu, nous terminons une année tétraédrique qui n'était pas arrivée depuis 1771 et nous enchaînons avec une année carrée, ce qui fait se succéder 2 années géométriques, ce qui n'arrive pas souvent. Je fais remarquer au passage que 1771 peut se lire dans les deux sens. Il devait donc s'agir d'une année très particulière. Je fais également remarquer que la base de l'hypercube est un carré en 2D et plusieurs cubes en 3D. Il y a donc peu de chances que ce soit un hasard que les célestes aient transmis cette figure géométrique et que nous passions en année carrée. Nous sommes donc en période d'exception et je vous invite à profiter de chaque seconde qui passe pour cultiver votre émerveillement, renforcer votre lien à votre partie divine, votre être intérieur, votre moi divin et cultiver les pensées positives et les hautes fréquences. Passez de belles fêtes de fin d'année, les amis. Tournez toujours tous ces événements et fêtes à l'avantage de la lumière. Amusez-vous ou profitez-en pour vous recentrer, peu importe. Tout ce qui permet d'élever les fréquences, apporter de la joie ou de la paix est bon pour l'humanité et pour Gaïa. Alors à consommer et à rayonner sans modération. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces et cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine publication, notamment celle donc de janvier. Cela aide aussi à remonter la chaîne dans les algorithmes de recherche et à mieux la faire connaître. Alors, pour vous, ce n'est qu'un petit clic, mais pour la chaîne, c'est très important. Je vous rappelle que, tout comme les protocoles d'ailleurs, tous les lives sont gratuits et vous sont offerts pour vous familiariser et vous préparer à ce qui s'en vient avec nos amis célestes. C'est maintenant fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Dans le prochain épisode, nous aborderons les informations révélées par la guématrie et les cartes géoquantiques pour le protocole de décembre et nous parlerons d'une vague énergétique d'envergure qui arrive du Soleil central galactique et va s'étendre jusque fin février 2025. En attendant le plaisir de vous retrouver, je remercie toutes celles et tous ceux qui participent au protocole et aident ainsi concrètement le processus ascensionnel planétaire en cours. Passez de très belles fêtes de fin d'année et nous nous retrouvons en 2025 pour la suite des aventures Inceptio. Dans la paix du cœur et de l'esprit, à bientôt les amis!